Muito boa tarde a todos. Cher Christian Taubira, cher Álvaro Vasconcelos, mesdames, messieurs, notre activité en commun aujourd'hui est une conversation entre nos deux titulaires de la chaire, José Bonifacio, sur le sommet du G20, qui aura lieu en novembre prochain à Rio de Janeiro. Le mercredi 9 octobre à 14h30 dans la salle de la congrégation de l'Institut de Relations internationales de l'Université de São Paulo, je tiens à remercier Monsieur le directeur du Centre d'études ibéro-américaines et de l'IRI, professeur Pedro Dallari, pour l'occasion de participer en tant que modérateur ou provocateur, comme vient de dire professeur Dallari, dans cette occasion exclusivement en français, ce qui fait partie du DNA de l'Université de São Paulo. Lorsque l'université a été constituée comme telle en 1934, on vient de fêter les 90 ans de USP en tant qu'ensemble, certaines unités sont plus âgées, mais on a eu entre autres de professeurs français comme Pierre Fatumbi-Verger, Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss, parmi d'autres. Notre travail doit se faire, comme vient de signaler Monsieur le directeur aussi, pendant environ 1 heure et sera enregistré pour produire un document vidéo qui restera accessible au public. L'objectif de la conversation est qu'à la lumière de votre extraordinaire expérience intellectuelle et politique, vous mettrez en lumière les défis et les mesures concrètes qui doivent être définies par les dirigeants du monde dans le contexte des terribles crises de notre époque. Plus qu'une analyse académique du G20, ce que nous attendons de vous, c'est un avertissement sur la marche à suivre. Comme nous signale Pedro, il est sûr que ce sera une contribution éclairante de votre part à la communauté de l'USP et au public. D'un côté, Álvaro Vasconcelos vient compléter son année en tant que titulaire de la chaire José Bonifacio en 2023-2024 et le résultat de ce travail est en partie contenu dans les volumes désormais disponibles aussi bien en ligne et en version imprimée sur Europe et América Latina à Convergência Necessária 2024. Le 11e volume de la série coordonnée par le professeur Pedro Dallari. D'un autre côté, la chaire José Bonifacio accueille la titulaire en 2024-2025, Christian Taubira, une femme politique française qui a été de 2012 à 2016 garde de Sceaux, ministre de la Justice. Elle est notamment à l'origine de la loi Mariage pour tous, reconnaissant les bien-fondés légaux des unions homo-affectives en France et également la loi de 2021 qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage perpétrés à partir du XVe siècle comme crime contre l'humanité. Pour ces 2 lois, Madame Taubira, permettez-moi de vous exprimer personnellement et institutionnellement ma plus vive reconnaissance. Christian Taubira, d'ailleurs, a écrit nombreux livres, dont Murmure à la jeunesse, 2016, Nuit d'épines, 2019, les romans Grand Ballin, 2020, le récit Ces morceaux de vie, comme carreaux cassés, 2021, et aussi Un vif succès et son œuvre théâtrale Frivolité, 2023, dont je viens d'avoir mon exemplaire dédicacé par Madame Taubira, où elle nous avertit à la page 234 « L'histoire n'est pas une science exacte ». Et on le vit particulièrement dans ces jours-ci. Nous pouvons prendre ces matières comme des défis à considérer dans notre entretien d'aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez. La présidence brésilienne du G20 est importante à signaler. À la suite des désastres de la précédente présidence du pays,
La reprise de notre présence nationale sur la scène internationale est déjà une avance qui mérite d'être signalée. Il nous reste à voir dans quelle mesure des initiatives et des matières à réglementation dans le cadre du G20 pourront être acceptées, comme par exemple l'imposition des super riches qui semble avoir reçu la bénédiction papale lors de la visite de notre ministre de l'économie au Vatican auprès du pape François. Les ministres de l'économie du G20 ont approuvé par unanimité le 4 octobre dernier la déclaration finale du sommet de Foz do Iguaçu concernant, parmi d'autres, le planning énergétique pour des transitions énergétiques justes et non discriminatoires, l'élimination de la pauvreté énergétique, les dialogues sociaux et la participation de différents secteurs de la société civile, la protection sociale, la dimension sociale des politiques publiques, le respect des droits, l'investissement en des solutions accessibles et fiables en vue d'une transition énergétique juste et non discriminatoire, la mise en place de solutions sûres et durables, la croissance économique durable et non discriminatoire pour tous, emploi de qualité et développement de la force de travail. Avec l'accord des autres États, lors du sommet de Foz do Iguaçu, selon la déclaration finale du 4 octobre, le Brésil doit proposer, à l'occasion de la COP 29 en Azerbaïdjan, cette année, la création d'un fonds pour la transition énergétique, financé par des ressources provenant d'activités pétrolières. L'agenda est certainement souhaitable, mais la question que se pose est de déterminer dans quelle mesure elle peut être faisable. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est à moi oui, je pense. la lourde responsabilité de commencer. Merci, professeur. Alors, des orientations pour le G20. Évidemment, on peut faire des propositions en matière d'orientation, on peut même donner des consignes, mais je crois qu'on doit peut-être commencer par un état des lieux. L'état des lieux, c'est que le G20 se réunit, comme d'autres institutions internationales ou intergouvernementales, se réunit, prend des résolutions et nous ne constatons pas sur l'état du monde des améliorations. La question du nerf de la guerre, par exemple, c'est-à-dire la question des finances de façon à conduire un certain nombre d'actions et aboutir aux objectifs qui sont énoncés solennellement, publiquement, à savoir la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités. Le président Lula qui sera le pays, puisque le Brésil sera le pays hospitalier du G20 cette année, le président Lula a fixé très clairement comme objectif la lutte contre la faim, la lutte contre l'extrême pauvreté et la lutte contre les inégalités. Autrement dit, on n'apporte pas de solution immédiate seulement, on crée les conditions pour que les solutions apportées soient durables. Il est légitime de se demander pourquoi les résultats ne sont pas là. Il y a eu plusieurs G20, il y a eu des G20 thématiques. Depuis maintenant une quinzaine d'années au moins, peut-être un peu plus, il y a un G20 social, c'est-à-dire que les questions sociales sont intégrées à cette grande rencontre internationale et on se rend compte pourtant que les écarts de situation économique, les écarts de conditions de vie continuent à s'aggraver. Donc cet état des lieux interroge le G20. Quelle est votre crédibilité? Quelle est la crédibilité des pays du G20 à la fois sur les objectifs qu'ils se fixent, sur les décisions qu'ils prennent et sur leur légitimité à être une institution, une instance internationale qui fait autorité? Je pense que les pauvres dans le monde, je pense que les pays pauvres dans le monde, parce qu'il y a des pauvres dans des pays riches, il y a les pays pauvres dans le monde, toutes ces personnes-là sont fondées à interpeller les puissants du G20 pour leur demander quel est le poids de votre parole
compte tenu du fait que régulièrement vous vous réunissez, vous voyagez en avion, vous continuez à contribuer à la pollution générale, vous continuez à aggraver la situation de la planète et nous ne constatons pas les résultats. Donc la question de l'état des lieux, alors on peut entrer plus finement dans l'état des lieux, c'est-à-dire que j'évoquais le G20 social, parce que objectivement le G20 se préoccupe essentiellement des questions financières, essentiellement. D'ailleurs, ces grandes réformes, c'est... paraît-il, enfin, selon ses propos, ces grandes réformes, ce sont les réformes des instances financières internationales. Le FMI, la Banque mondiale, c'est dans le cadre des G20 qu'un certain nombre de réformes ont été actées et effectivement mises en œuvre. Notamment la fin un peu de l'alternance, une direction européenne avec une direction américaine et inversement. Non, le monde est plus vaste que ça. Donc c'est effectivement au sein du G20 que cette réforme a été faite. Mais il n'empêche qu'on peut s'interroger. Il y a près de 200 pays, 195 pays qui sont membres de l'ONU, que 20 pays, même s'ils représentent d'ailleurs de moins en moins le pays, enfin une part de moins en moins importante du PIB. Même si en termes de population, pas tant que ça, en termes de PIB, de richesse nationale cumulée, ils ont un poids relatif. Moi, je pose la question de la légitimité de cette vingtaine de pays sur les affaires du monde. Et cette légitimité, elle ne peut être consolidée que par de l'efficacité sur les politiques publiques qui sont énoncées, sur les intentions qui sont énoncées et sur les politiques publiques qui sont énoncées. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, nous avons le droit d'élaborer des indicateurs pour mesurer les effets des décisions qui sont prises dans le cadre du G20. J'en termine pour que la parole circule entre nous. Je rappelle donc qu'il existe un G20 social, on l'appelle comme ça. Il y a eu un certain nombre de thématiques à travers le temps. Pour ce qui me concerne, je suis particulièrement intéressée par les thématiques de justice, par exemple. C'était une thématique du G20 en Argentine, il n'y a pas très longtemps, ça fait 5 ans, 4 ans 6 ans peut-être, 2018. Il y a eu d'autres thématiques, il y a eu la jeunesse, il y a eu des thématiques comme ça. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Autrement dit, le G20 va perdre sa crédibilité. En tout cas, nous allons contribuer intellectuellement à montrer que cette crédibilité est factice si nous continuons à ne pas constater des effets dans l'état du monde. Et parmi les instruments qui peuvent contribuer à ces effets, c'est une émergence de plus en plus forte, et là je me réfère aux travaux du professeur Álvaro Vasconcelos, c'est une influence de plus en plus forte et de plus en plus grande des pays du Sud global. C'est là que les paroles sont des paroles de mise en cause, c'est là que les paroles sont des paroles de pas de côté, c'est-à-dire des paroles qui sortent des sentiers battus. C'est là qu'il y a des leaders qui se débarrassent d'un certain nombre de schémas. C'est là que des prises de position sont hétérodoxes, elles ne sont plus orthodoxes. C'est là que les choses se font et je pense que c'est là que se trouve le dynamisme et la dynamique. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais c'est là que se trouve l'énergie pour la remise en cause, notamment des institutions financières internationales qui ont presque 100 ans d'âge. Voilà. Moi, je pense que ça fonctionne. Oui. Je voulais continuer dans la même lignée, on va dire comme ça, en questionnant qu'est-ce que le G20 peut faire. Et il peut faire des déclarations vagues, comme ils font beaucoup de fois. On peut dire on va combattre la pauvreté, c'est un grand thème qui dépend beaucoup des politiques nationales, mais où il y a aussi des instruments internationaux que je voulais parler. Mais je pense que le G20, et je voulais venir sur une question que vous avez posée, avant de donner des idées, qu'est-ce que le G20 peut faire, sur la question de la légitimité. Évidemment que le G20 est une espèce de mini-multilatéralisme, représente seulement une partie du monde. Malgré ça, c'est pas mal qu'il existe le G20, qui réunit
des pays, ce qu'on appelle le Nord et ce qu'on appelle le Sud global, ce qu'on appelle l'Occident et le Sud, des pays qui ont un véritable poids. Ils se mettent d'accord dans quelques domaines où ils ont des compétences claires, il peut avoir un énorme impact. Parce que créer un consensus entre ces pays, je pense qu'il y aura un consensus beaucoup plus vaste dans le monde. Évidemment, qu'en tête du G20 devait être l'idée de la réforme des Nations Unies. C'est peut-être comme premier point, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est penser rendre les Nations Unies plus inclusives, les organisations multilatérales, la Banque mondiale, le FMI, plus inclusives, le Conseil de sécurité des Nations Unies plus représentatif, ce que nous appelons dans notre livre le multilatéralisme inclusif. C'est-à-dire, le G20 dit nous sommes limités dans notre représentation, nous assumons que notre légitimité n'est pas universelle, même si c'est vrai que maintenant, il s'élargit le G20. Pour la première fois, l'Union africaine va faire partie comme membre permanent du G20. Ça, c'est un saut significatif. Et l'Union européenne aussi est déjà membre du G20. Mais la légitimité du G20 sera dans la mesure où elle dira nous sommes là pour préparer la réforme des Nations Unies, pour donner un sens multilatéral à notre action et pas seulement un sens multilatéral. Et mettre sur les pays du G20 seraient d'accord, chose qu'ils ne sont pas, sur une réforme des institutions internationales, cette réforme aurait lieu. Parce que ce sont là les pays qui bloquent la réforme. Les pays qui n'acceptent pas la réforme du Conseil de sécurité sont membres du G20. Les pays qui ne veulent pas voir son poids dans la Banque mondiale ou le FMI diminuer sont membres du G20. Alors, dans le G20, ils pourraient se mettre d'accord avec ceux qui veulent avoir cette place. Pensons l'Inde. L'Inde, un pays d'1 milliard et presque demi de 500 millions d'habitants, n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un scandale. Comment est-ce que les Nations Unies peuvent être vraiment représentatives si l'Inde, ni même l'Inde, n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité? Mais l'Inde est membre du G20. Et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont membres du G20. Alors ils peuvent se mettre d'accord. Le Brésil aimerait, et avec raison, légitimité, être aussi membre permanent du Conseil de sécurité. Une réforme du Conseil de sécurité est très difficile. Ça montre aussi les limites du G20, mais aussi les limites des Nations Unies. Alors, prenons la question de la pauvreté. Peut-être on pourrait aller thème par thème. Ouais. Par exemple, moi je pense, j'ai des idées, qu'est-ce que G20 pourrait faire sur la question de la pauvreté, sur la question de l'écologie, sur la question de la paix. Peut-être, monsieur le modérateur, on pourrait aller thème par thème. Oui, et je commencerai par la pauvreté, si vous voulez. Mais si vous permettez, avant de passer à la pauvreté, la question de la réforme du Conseil de sécurité, oui, c'est la quadrature du cercle. Donc là, c'est une affaire, on se souvient que lorsque Brésil, Inde, Allemagne et Japon se sont regroupés pour proclamer le besoin d'une réforme de membres permanents du Conseil de sécurité, immédiatement, le Pakistan dit qu'il ne pourrait jamais accepter d'avoir l'Inde dans cette condition. La Chine dit qu'il ne pourrait jamais accepter le Japon dans cette condition. Les États-Unis disent qu'il y a déjà 2 pays européens comme membres permanents. Il n'est pas envisageable d'avoir un 3e, l'Allemagne. Et lorsque le Brésil se présente, il y a tout de suite l'Argentine et le Mexique à dire on n'a pas donné une procuration au Brésil pour être le leader régional. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne vois pas comment on peut s'en sortir, franchement. Oui, je ne pense pas que le G20, maintenant régional, va résoudre ce problème. Je l'ai souligné simplement pour montrer les limites du G20 et pour dire où est-ce que le G20 pourrait faire une différence énorme. C'est assumer cette idée d'un multilatéralisme inclusif. Peut-être la réforme du Conseil de sécurité est très difficile ou impossible, mais pas la réforme du FMI ou la réforme de la Banque mondiale.
Ça, c'est une réforme beaucoup plus facile à faire. Et là, peut-être le G20 pourrait, comme c'est des organisations qui ont beaucoup à voir avec la raison même de l'existence du G20, financière, économique, mettre l'accent sur la réforme de la Banque mondiale et du FMI, le rendre plus inclusive, plus équilibré dans sa représentation et dans ses entrées, parce qu'on peut penser que le FMI a été porteur d'un modèle économique qui est considéré pour beaucoup comme un modèle économique très contraire à l'idée du combat à la pauvreté, non? Parce que les programmes de l'FMI, ce qui vient du consensus de Washington, c'est vraiment le triomphe du modèle néolibéral. Alors un G20 qui dit, voilà, ce modèle est périmé, ce modèle a fait son temps, ce modèle ne résout pas les problèmes du monde. On est à un moment où on s'est rendu compte, avec la pandémie du Covid-19, qu'il y avait besoin d'un autre modèle économique, que ce modèle économique n'a créé que des inégalités. Et nous qui sommes les G20, nous disons au monde, nous faisons acte de la fin du modèle néolibéral. Voilà, ça serait un geste, un impact mondial énorme et avec un impact dans la pauvreté. Mais peut-être des choses plus simples, peut-être, je ne sais pas si plus simple, mais plus précise qu'une déclaration sur le modèle économique, parce que cette déclaration sur le modèle économique aurait un impact dans les politiques du FMI, dans le type de politique que l'FMI impose aux pays avec dettes significatives. C'est la question de la dette, évidemment, que c'est très importante pour les pays en développement, mais c'est la question des paradis fiscaux. Je pense qu'un des problèmes plus graves, absurdes, c'est qu'il y a des paradis fiscaux. Parce que ces paradis fiscaux détruisent la capacité des pays pour intégrer une partie de l'économie qui est produite dans les pays, de la richesse qui est produite dans le pays, dans son propre développement. Et c'est un facteur énorme d'inégalité, les paradis fiscaux. Alors, pourquoi le G20 pourrait déclarer « Nous allons combattre les paradis fiscaux », mettre fin à les paradis fiscaux. Bien, on sait tous les cas de corruption liés aux paradis fiscaux. Non, il y a eu, pensons les Panama Papers, à tout ce qui a accompagné cet énorme scandale pour comprendre comment le travail qui est développé dans les pays, une partie de l'effort économique des pays va dans les paradis fiscaux et ces super riches ne payent pas les impôts qu'ils devaient payer parce qu'ils mettent l'argent dans les paradis fiscaux. Et après, les États sont faibles pour répondre à les besoins du développement social, de la santé, etc. Je commencerai par la pauvreté. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'écologie, mais je voulais commencer par la pauvreté. Oui, mais là, on peut relier la question de l'imposition des super riches et la lutte contre la pauvreté, parce que ça, c'est évidemment relié. Oui, pardon, mais le G7 a déjà abordé la question des paradis fiscaux. Il y a une liste noire. Je ne me rappelle plus, ça me fait toujours un drôle d'effet de dire liste noire, mais voilà, ça s'appelait comme ça. Il y a eu des discussions sur la taxation des immenses fortunes. Il y a eu, et c'est pour ça que moi je crois que l'épine dorsale, le sujet central, est celui qui doit rester irritant, de mon point de vue. Le sujet qui doit rester irritant, c'est celui de la légitimité du G20 en tant qu'instance internationale. Et je pense, en tout cas pour ma part, j'encouragerais la jeune génération à se montrer impatiente, à se montrer incommodante, c'est-à-dire non seulement elle ne s'accommode pas, mais elle attaque, elle interroge, elle interpelle, parce qu'on ne va pas attendre encore 10 G20 pour constater que des engagements sont pris dans la lutte contre la corruption, même le vocabulaire change. C'est-à-dire que dans les engagements sur la lutte contre la corruption, ça a été remplacé par une meilleure gouvernance.
sur la liste des paradis fiscaux. La liste a été prise, mais finalement, aucun pays vraiment, il y a eu quelques démarches ou quelques, soi-disant, des pays pendant quelques temps se sont assurés qu'il n'y avait pas de société de leur nationalité dans ces paradis fiscaux, etc. Mais on voit bien que les paradis fiscaux continuent à prospérer. Ensuite, le G20 a pris toute une série d'engagements. Après la crise de 2008, enfin, il y a eu un G20 en 2008 ou 2009, 2008 même, aux États-Unis. C'est les États-Unis qui étaient le pays hospitalier. Il y avait eu la crise des subprimes, la bulle immobilière quelques mois avant, et 2008, c'était encore la période de la crise. On a un G20 qui se passe à peu près tranquillement, où il est dit qu'il faut prendre des mesures pour assainir les finances, etc. Bon. Mais quelles ont été les sanctions ? Quelles ont été les dispositions novatrices qui rendaient les choses, à nouveau les choses impossibles, en tout cas ces spéculations extravagantes impossibles? Non. Donc moi, j'ai envie, à la limite, d'être très sobre et de dire que je pose deux questions. La première question, c'est quelle est la légitimité du G20, des membres du G20. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut annuler le G20, et je suis ravie, voilà, je suis ravie que ça se tienne au Brésil cette année, parce que le président Lula a énoncé des objectifs très clairs, dont certains, je crois, vont d'ailleurs interroger le Brésil lui-même. Lorsque le président Lula parle de la transition énergétique et qu'il indique que le Brésil en tant que tel est en capacité de produire une énergie propre, ça pose aussi un certain nombre de questions au Brésil lui-même, puisque le Brésil, je ne sais pas où en est le projet, mais il y avait un projet d'exploitation de pétrole dans l'Atlantique, au large de l'État d'Amapá. D'accord. Donc, je ne sais pas comment le Brésil traite ce problème. Je n'ai pas eu les informations, je n'ai pas eu le temps de regarder où en sont les choses à ce stade-là. Mais cet engagement du président Lula pose un sujet à l'ensemble du monde et au Brésil également. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, pour ma part, s'il s'agit de donner un message aux puissants qui participent au G20, c'est d'abord, messieurs, il n'y a pas beaucoup de dames, messieurs, messieurs, nous interrogeons sur votre légitimité, donc trouvez le moyen de nous répondre sur votre légitimité. Pas seulement une poignée de puissants du monde ont décidé de se retrouver et de parler des problèmes du monde entier. Donc nous interrogeons sur votre légitimité, donc répondez-nous sur votre légitimité, premièrement. Deuxièmement, nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Et moi, je n'ai pas d'autre message à dire aux jeunes générations. Il ne faut pas que dans 40 ans, on s'interroge, est-ce que le G20 peut, etc. La réforme des instances multilatérales, qui est urgente depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans qu'elle est urgente, hein, et on survit quand même. Bon. Cette réforme-là, mais le G20 même ne l'attaque pas. Les discussions du G20 portent sur les instances financières. Alors, il y a des discussions, elles ne sont pas inutiles. Il y a toute une série de structures. Je crois que d'ailleurs, au mois de mars, ici au Brésil, il y a eu une réunion internationale. Moi, je sais, j'ai un échange avec le directeur général de l'AFD, par exemple, qui participait à cette réunion. Donc, je sais qu'il y avait à l'ordre du jour des réflexions sur la réforme en profondeur du financement international des actions de développement. La taxe Tobin, par exemple, ça fait pendant plus de 20 ans, on en a parlé. Pendant plus de 20 ans. Moi, quand j'étais étudiante, ça ne s'appelait pas de taxe Tobin. Mais dans les travaux de John Maynard Keynes, il était question d'une taxe sur les transactions internationales. Or, à l'époque, il y avait des taux de change, il n'y avait pas de monnaie. Il y avait déjà le dollar qui s'était imposé dans les institutions de Bretton Woods, mais il n'y avait pas encore de grandes monnaies comme l'euro, par exemple, qui couvrait des zones comme ça. Le dollar était souverain. Bon. Donc, à cette époque-là, il y avait des taux de change, il y avait des parités, il y avait des tas de choses, il y avait des systèmes monétaires européens, il y avait des interventions de gouvernement pour stabiliser l'échange, etc. Et pourtant, il y avait, dans les travaux de John Maynard Keynes, la nécessité d'une taxe sur les grandes puissances, sur les transactions internationales. On en parle encore, on en parle encore. Donc, il ne faut pas que les étudiants auxquels nous enseignons, chers professeurs, vous et moi, il ne faut pas que dans 20 ans, quand ils vont être profs, un peu avant quoi, il ne faut pas qu'ils s'interrogent sur le G20. Moi, franchement, je les incite à l'impatience. D'abord parce que j'ai de l'impatience, moi.
mais parce que je pense que l'impatience maintenant devient une vertu. C'est une vertu, parce que sinon on s'accommode et on devient complice de tragédies. Il n'y a pas de politique nationale et internationale sérieuse contre le changement climatique. Le résultat, c'est qu'il y a des inondations, il y a des feux massifs, il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui en meurent. Donc on ne peut pas avoir de la patience, on ne peut pas avoir encore tout le temps de regarder, d'attendre que le G20 s'entende. Ils vont travailler pendant 2 jours au Brésil, à Rio de Janeiro. Ils vont travailler, ils vont faire de grandes déclarations, ils vont se quitter et le monde n'aura pas changé. Donc, ils ne se posent pas la question de la réforme de la gouvernance mondiale. Or, nous sommes dans une période où l'impotence, plus que l'impuissance, l'impotence des instances multilatérales est flagrante. Il y a des foyers de guerre partout, il y a des crimes de guerre, il y a de la famine, voilà, et les instances multilatérales sont absolument impuissantes. Même des situations comme celle d'Haïti, le pays d'Haïti, les instances internationales sont absolument impuissantes. Dans tous les cas, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Soudan, à Haïti, je viens de le dire, partout, les instances multilatérales sont impotentes. Elles ne sont pas seulement impuissantes, elles sont impotentes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de réserve de décision, d'instruments, d'arguments. Elles n'ont même pas de réserve. Donc elles sont impuissantes, mais en plus elles sont impotentes parce qu'elles ne peuvent rien faire contre leur impuissance. Donc oui, moi, ils sont sympathiques, le G20, mais bon, voilà, la taxe Tobin n'est toujours pas mise en œuvre. Les fortunes internationales les fortunes qui circulent ne sont toujours pas taxées, fiscalisées. Et puis, les États sont de plus en plus faibles. Il y a eu un bras de fer entre le Brésil et M. Musk. C'est qui, M. Musk? C'est qui, M. Musk? Je veux dire que c'est pas un parangon d'intelligence, de culture, d'érudition. C'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui, intellectuellement, a des limites manifestes, mais qui a une puissance financière colossale. Vous voyez, un État comme le Brésil, un État fédéral de 200 millions d'habitants, à peu près, un peu plus même, je crois. 215 millions d'habitants, est obligé de faire un bras de fer avec M. Musk. Enfin, moi, si on me fait un film comme ça, je quitte la salle au bout de 10 minutes parce qu'il n'est pas crédible, ce film. Et c'est pourtant la réalité. Donc voilà, moi, si je dois résumer, c'est impatience. Voilà. Alors, reprenons la question de l'impuissance, de l'impatience, de la raison de nous révolter, nous indigner. Et votre indignation, je pense, correspond à l'indignation de beaucoup de citoyens du monde qui voient ces réunions avoir lieu et des déclarations très belles, mais sans conséquences. Alors, je pense que dans notre action politique, c'est d'essayer de penser, ça pourrait être différent. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que vous avez décrit. Et certainement, je ne sais pas, si on devait parier, je parierais immédiatement que ça va être de nouveau comme ça. Beaucoup de déclarations et des résultats presque nuls. Ça ne veut pas dire que ça ne serait pas intéressant de répondre à la question qu'est-ce qu'ils pourraient faire, même si nous savons que très probablement ils ne le feront pas. Mais le fait qu'ils pourraient le faire et qu'ils ne le feront pas, ça fait partie de notre indignation, de notre conscience que ce n'est pas par incapacité, mais par calcul politique, calcul géopolitique, jeu de puissance, volonté d'être hégémonique, éventuellement, au moins dominant, qu'ils ne le font pas.
Alors, moi, je reprends mes idées des choses qu'ils pourraient faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Non? Autre que celles qui se rendent compte de leur manque de représentativité, de légitimité pour représenter l'ensemble de la communauté internationale. Ça, j'ai dit qu'ils pourraient, là, faire un petit pas en avant en l'assumant et en faisant des propositions pour les réformes des institutions financières internationales. Je pense maintenant à la question écologique. À la question écologique, où la question de du financement de la transition écologique est une question très importante. Comment on va le financer? Madame Taubira, la ministre Taubira a parlé de la taxe Tobin. Une très bonne idée. Et que c'est tout à fait dans la capacité des membres du G20 de décider une taxation sur les transitions financières internationales. S'ils décident entre eux de mettre en application l'ensemble des pays qui sont là, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne, maintenant aussi l'Union africaine, les grandes puissances économiques du monde, ça va arriver. Alors, fixer un montant pour ces transactions financières, la taxation de ces transactions financières, un petit montant. J'ai vu un calcul qui a été fait pour notre livre par Augusto Lopes Claro, qui dit que si on fixait à 0,05% les transitions financières, on aurait $1 trillion par an. À 0,05%. C'est-à-dire, on a calculé, quand c'était la COP à Paris, qu'il faudrait 30 trillions de dollars pour faire la transition écologique, transition énergétique, pour faire la transition énergétique. Alors, avec une petite taxation, très petite, on aurait le nécessaire pour la transition énergétique. Est-ce qu'ils vont le faire? Peut-être pas, mais moi, à partir de la société civile, dans ce cas, je dis, il faudrait le faire. Vous pouvez le faire, vous avez les moyens pour le faire, et c'est le moment pour le faire parce qu'on se rend compte que la question du réchauffement global est un problème immense qui met en cause la vie dans la Terre. Et aussi, il pouvait, Madame ministre Taubira vous a référé qu'ils veulent la faire en Azerbaïdjan, taxation le pétrole, l'industrie pétrolifère. Mais le font en Azerbaïdjan, c'est un des plus grands producteurs de pétrole dans le monde. Déjà, avant... L'année dernière aussi, à Doha, un autre producteur de pétrole. Un autre producteur de pétrole. C'est-à-dire que les producteurs de pétrole voient dans les COP une menace. Alors, ils sont en train d'acheter l'organisation de ces conférences sur la transition énergétique pour se défendre. À nous de dire, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ce qui va résoudre le problème. Le problème est très grave et urgent, et il faut changer le cap. Et changer le cap, c'est avoir une approche différente. Et l'approche différente que nous avons proposée, et nous proposons dans notre livre, c'est ce qu'on appelle considérer le climat comme un patrimoine commun de l'humanité. Et que les pays qui contribuent d'une façon significative pour nettoyer l'atmosphère, comme les pays des forêts tropicales, comme le Brésil, comme les pays de l'Amazonie, devaient être payés pour maintenir, pour ce travail qu'ils donnent, qu'ils font pour l'humanité et pour le système terrestre. Alors, si le G20 prenait la décision de considérer que le climat stable devait être un patrimoine commun de l'humanité, il aurait donné un saut très important. Ils vont le faire.
Je répète, peut-être pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas de l'occasion qu'il y a de G20 pour mettre des idées qui font du sens, qui feraient faire du progrès, qui représenterait un progrès pour l'humanité, essayer de les mettre dans l'agenda. Moi, je suis de ceux qui considèrent que les bonnes idées font son chemin. Peut-être d'une façon difficile. Aujourd'hui, on vit dans un monde où croire qu'un monde meilleur est possible est très difficile, qu'on vit dans un monde absolument déprimant. Non, on n'a pas encore parlé de guerre, on parle là. Hein. Oui. Si on pense à la guerre, tous les gens qui sont morts tous les jours dans l'impuissance absolue de la communauté internationale, comment être optimiste? Mais moi, j'ai ce slogan, avoir le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Alors, si on a le pessimisme de la raison, on voit un monde qui est en train de se détruire, se fragmenter, où la pauvreté augmente, où l'inégalité augmente, où le réchauffement global augmente, où les ouragans et les tempêtes les plus terribles et les feux détruisent les forêts, où les guerres tuent des gens tous les jours. Hein? Qu'on voit ça tous les jours dans les télévisions, c'est terrible, des villes complètement détruites, Gaza absolument détruit, 90% des maisons détruites. Quand on voit ce que l'Ukraine bombardée tous les jours, les hôpitaux bombardés, maintenant c'est le Liban, le Soudan tous les jours, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien, être pessimiste, c'est très facile, parce que le monde est dans un état très mauvais et on ne sait pas quel est le futur. Alors, comment avoir, c'est ma question, voilà, si je peux poser une question à la ministre Taubira, où est-ce qu'est notre optimisme de la volonté? Évidemment, ce n'est pas moi, c'est Gramsci qui a d'abord dit ça, non? Oui, que moi j'ai adapté par l'optimisme de la combativité. D'accord, c'est bon. Donc, oui, moi je reste une optimiste. J'achète l'optimisme de la combativité. Je reste optimiste, mais vraiment, je me suis construit une éthique de l'optimisme de la combativité. C'est-à-dire que je crois qu'il est possible de changer les choses, mais je crois qu'on change les choses dans des rapports de force. Je le crois. C'est mon expérience. Ce sont les rapports de force, même quand les gens sont sympathiques. Lorsqu'on veut... La question est de savoir si on gère des relations avec des gens ou avec des structures, ou si on porte la responsabilité de l'état du monde, si on porte la responsabilité d'être là, en ce lieu, en ce moment, la personne qui peut, pour des dizaines, des milliers, des centaines, des millions de personnes qui ne peuvent pas. Et lorsqu'on a cette conscience-là, qu'à des moments précis, on est la personne qui peut, et qui peut au nom de millions de personnes qui ne peuvent pas, à ce moment-là, oui, c'est l'optimisme de la combativité. C'est-à-dire qu'on se bat, on pense qu'on va y parvenir, on se bat, mais on se bat vraiment. On se bat vraiment. Donc, c'est peut-être... oui, je pense que l'exercice, c'est suggérer au G20 des choses. Et je pense que c'est un exercice intellectuel extrêmement sain, extrêmement nécessaire. Et c'est pour ça que nous avons consenti, professeurs tous les deux, nous avons consenti à nous livrer à cet exercice très ingrat. Il est très ingrat, oui. Parce que quoi que nous suggérions cet après-midi, les chefs d'État feront ce qu'ils voudront et ils ne feront pas. Moi, je n'ai pas d'illusion, ils ne feront pas. Donc, mais nous avons consenti quand même. Oui, voilà. Alors jouons ça. Voilà, jouons ça. En sachant que c'est un exercice ingrat. Mais moi, ce qui me conforte dans mon optimisme de la combativité, c'est-à-dire que je crois qu'un objectif est nécessaire, qu'il est utile, qu'il est juste, qu'il est atteignable, mais que la condition, c'est qu'on se batte, pardon, mais moi, je me bats sans merci. C'est sans merci. Moi, je terrasse. Voilà. Quand je me bats, je terrasse. Parce que sinon, moi, je vais lire, je vais au cinéma, je vais dans les bibliothèques, les médiathèques. Si je suis dans une situation, c'est machin. Et mon expérience, aussi bien de député à l'Assemblée nationale française, de député au Parlement européen, puis de garde des Sceaux, ministre de la Justice, cette expérience n'a cessé de me conforter
dans l'idée qu'il faut effectivement se battre et qu'on doit ça aux personnes qui ne sont pas là. Et c'est pour ça que je pense que si, compte tenu des efforts que nous faisons, vous et moi, dans toute notre vie, tous les efforts que nous avons toujours faits et que nous continuerons à faire, moi je pense que la validation même de ces efforts suppose que nous exigions que ce que nous sommes en capacité de comprendre, d'analyser et de transformer en proposition, en option, en orientation, en suggestion, nous devons dire que nous ne sommes pas disposés à composer et à attendre que des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années encore s'écoulent et que ce ne soit pas fait. On sait ce qu'il faut faire. Et les gens du G20 savent ce qu'il faut faire. Et ils savent pourquoi ils ne le font pas. Donc, pour ma part, je dis, il faut... Moi, franchement, s'il y avait... Alors, je dis impatience parce que je m'adresse aux jeunes générations. Soyez impatientes, soyez impatients, parce que tout ça va déterminer la qualité du monde dans lequel vous allez vivre. Donc, soyez impatients. Mais je dis en plus, faut insécuriser le G20. Il faut insécuriser le G20. Il faut que les membres du G20 perçoivent bien qu'il y a des sociétés civiles, qu'il y a des citoyennes, des citoyens, des peuples, des structures militantes engagées qui les observent, qui les scrutent, qui savent ce qu'il faut faire et qui savent que le G20 sait ce qu'il faut faire et qui dit on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour le climat, on n'a plus le temps pour la pauvreté, on n'a plus le temps pour les inégalités, on n'a plus le temps pour les guerres, on n'a plus le temps pour ça. Donc voilà, c'est leur dire, attendez, on vous regarde et puis on ne se contente pas de vous regarder et de pleurer. On vous regarde et on vous fait quelques menaces. On vous fait quelques menaces. Parce que c'est notre monde commun. Et vous ne pouvez pas continuer à en faire ce que vous voulez. On s'accommode tous de l'impossible réforme du Conseil de sécurité. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances européennes et les États-Unis ont été capables de se réunir et de se dire c'est plus possible. Une guerre pareille, c'est plus possible. Elles avaient essayé après la Première Guerre mondiale. Il y a eu l'ébauche de la Société des Nations qui n'a pas abouti. Il y a eu, et puis il a fallu mûrir des choses et ça n'a pas abouti. Résultat, il y a eu une Deuxième Guerre mondiale quelque temps après. Là, après la Deuxième Guerre mondiale, ces puissances se disent c'est vraiment pas possible, on crée les conditions pour que ce ne soit plus possible. Bon. Ce sont des pays, des gouvernants qui ont été capables de faire des efforts. La Convention de San Francisco, tous ces puissants du monde sont arrivés avec un droit des puissants quand même, hein, je parle au professeur Casella, avec un droit des puissants quand même, avec un droit des vainqueurs. Ils sont arrivés, parce que le droit est toujours contextualisé, nous sommes d'accord. Donc, ils sont arrivés avec le droit des vainqueurs, mais ils ont produit quelque chose d'absolument magnifique. Ils ont produit des conventions, les conventions de Genève, par exemple, donc interdiction de la torture, y compris en temps de guerre, une sensibilisation sur la question de faire disparaître la peine de mort des législations nationales. Il y a toute une série, mais des efforts, une déclaration universelle. Hier, j'évoquais que l'universalité, voilà, c'est le mondialisme et l'universalité, c'est pas la même chose. Une déclaration non pas internationale, mais universelle des droits de l'homme. Voilà. Donc voilà, on a des dirigeants à ce moment-là qui sont en capacité de se dire, mais nous avons en charge le monde, comment nous préparons le monde à venir? Le monde a changé depuis. Parce que 1944-45, c'est un monde d'empires coloniaux. C'est un monde avec une soixantaine de pays. On peut avoir un Conseil de sécurité qui est composé de 5 puissances, et notamment les puissances vainqueurs qui ont été vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. On peut, ça se conçoit dans le contexte. 20 ans, 25 ans après, ça se conçoit encore. Mais 80 ans après, c'est pas possible. Parce que le monde n'est plus composé d'empires coloniaux et d'une soixantaine de pays reconnus. Le monde est composé de 195 pays qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. On ne peut pas continuer à fonctionner avec une gouvernance qui correspondait au monde des années 40. Donc moi, je dis qu'il y a un moment, il faut leur dire, vous n'êtes pas là tout seul. Vous ne tenez pas votre légitimité d'une transcendance. Vous la tenez du fait que vous représentez des peuples, que vous représentez des pays.
Donc les dirigeants du G20, c'est la même chose. Ils tiennent leur légitimité du fait que leurs pays sont souverains, que leurs pays sont reconnus, que leur puissance, leurs économies sont reconnues en tant que telles, que leurs paroles sont entendues, qu'elles sont écoutées, etc. Mais c'est pas écouté par les tortues et les grenouilles. C'est occupé par nous. C'est écouté par nous. Et il s'agit de notre sort, de notre destin. Donc voilà, moi je veux bien me livrer à l'exercice. Je disais que mon expérience de député, de ministre, cette expérience m'a conduite à... Alors ça correspond à mon tempérament, je dois admettre. Bon. Mais en plus de mon tempérament, mon expérience m'a conduite à me dire il faut sabrer sans pitié. Quand il s'agit de la justice, de l'égalité des droits, de l'égalité des opportunités, comme disait le président Lula, de la lutte contre les violences, contre les injustices, etc., il faut sabrer sans pitié. Donc aujourd'hui, il faut qu'on insécurise, en tout cas moi, je propose qu'on insécurise les dirigeants du G20 en leur disant, si vous ne faites pas le boulot que vous êtes donné vous-même, vous aurez des problèmes dans vos pays respectifs et vous aurez des problèmes partout où vous irez. Et ça me paraît juste vis-à-vis. Moi, en tant que ministre, par exemple, moi, j'étais très assidue, ce qui est assez rare. Hein, il y a un ancien ambassadeur dans la salle, je crois, qui sait que c'est rare que les ministres, notamment les ministres français, c'est rare qu'ils aillent au Conseil des ministres. En général, ils confient tout à l'ambassadeur, ils envoient des notes et c'est l'ambassadeur qui parle au nom de leur ministre. Moi, je suis allée à tous les ministres, à tous les conseils des ministres à Bruxelles. Je suis allée à tous les conseils des ministres. On travaille sur le RGPD, le règlement général de protection des données. On travaille sur toute une série de machins, sur les réformes de procédure pénale, etc. J'y allais. Bon. Sur le parquet européen, sur la création du parquet européen. La France, l'Allemagne ont traditionnellement, culturellement, des relations, parce que ça a été terrible, la Deuxième Guerre mondiale. Donc la succession de dirigeants français et allemands, ils ont toujours été très soucieux d'entretenir une relation privilégiée, presque affective. Moi, je suis arrivée, je me suis dit, je vais entretenir cette relation-là. Donc, voilà, je fais des efforts, premier déplacement, etc. Bon. Mais lorsqu'on était en désaccord, je ferraillais. Pas d'insultes, pas de menaces. Au contraire, je proposais que, voilà, soit moi je viens à Berlin, soit j'invite la ministre à Paris, reçue très correctement, etc. Mais il faut qu'on discute. Il faut qu'on creuse le problème. Il faut qu'on aboutisse à une décision qui soit une décision valable pour les gens. Non pas la décision de notre parti politique, non pas la décision d'une opinion publique qui nous scrute et qui est prompte à la critique, mais la décision juste. La décision juste. Donc voilà pour le G7, moi je pense que c'est ça. Moi j'ai eu en tant que ministre, lorsqu'il y a eu les attentats terrifiants à Paris, j'ai été auditionnée par le comité de lutte antiterroriste des États-Unis, donc je suis venue à New York, et cette audition, la tendance à l'époque, c'était un Patriot Act à la française. Oui. C'était un Patriot Act. La pression était terrible sur mes épaules. Elle était terrible. Et moi, j'ai dit non. La France, c'est une démocratie, un État de droit. Et un État de droit doit préserver les libertés individuelles et les libertés publiques. Nous devons protéger la population. Nous devons nous assurer que nous garantissons la sécurité des citoyennes et des citoyens. Mais nous n'allons pas polluer notre droit par toute une série de mesures d'exception qui finissent par constituer un corpus législatif d'exception, c'est-à-dire que le droit commun, l'exception devient du droit commun. Or, les démocraties ne savent pas se débarrasser des exceptions. Quand elles commencent à les mettre dans leur législation, elles ne savent pas faire marche arrière, parce qu'il y a toujours une opinion publique qui dit « Ouais, mais vous êtes sûr qu'il faut enlever ça, vous êtes sûr qu'on ne risque pas, etc. » Donc, voilà, moi j'ai assumé, j'ai expliqué, nous prenons toutes les dispositions concernant la sécurité des Françaises et des Français. Nous, au niveau des procédures judiciaires, au niveau des moyens, au niveau de la coopération, j'ai organisé à Paris les premières rencontres internationales des magistrats antiterroristes. Nous prenons toutes les dispositions de protection et de sécurité, mais nous ne transformons pas notre droit en Patriot Act. Et j'ai été très entendue à l'ONU. Moi, je m'attendais, je m'apprêtais à être huée. Psychologiquement, je m'apprêtais à être huée. Mais j'estime que
Je dois dire ce que je pense et ce que je pense juste. Voilà. Donc, je sais que je ne suis pas très efficace dans l'exercice demandé, à savoir donner des conseils au G7, vu que je suis absolument persuadée qu'ils savent parfaitement l'état du monde et qu'ils savent parfaitement pourquoi ils ne touchent pas au Conseil de sécurité, pourquoi ils ne réforment pas en profondeur le FMI et la Banque mondiale, qui font quelques réformes, il y en a eu. Ils savent parfaitement pourquoi ils ne le font pas. Donc moi, je pense qu'il faut aller au rapport de force, les insécuriser et leur dire, c'est ça l'intérêt général, si vous ne le faites pas, ça va vous coûter cher. Oui, moi je voulais faire un commentaire sur ça, mais oui, j'avais une question supplémentaire. Non, vous avez parlé de rapport de force. Et vous avez donné l'exemple avant de Musk et le X qui a été interdit au Brésil parce qu'il n'avait pas respecté la justice brésilienne. Alors, qui a gagné? La justice brésilienne. Hier, il a été obligé à accepter que la justice brésilienne avait raison. Il a payé ce qu'il devait payer et X est de nouveau au Brésil, mais il respecte la justice brésilienne. C'est-à-dire, ce rapport de force entre l'État de droit brésilien et Musk, et la victoire de l'État de droit, mais la victoire de l'État de droit brésilien et d'un juge brésilien qui a imposé à Musk cette législation est un très bon exemple de ce qu'on peut faire à un niveau plus large. Exemple, déjà l'Union européenne a pris des décisions pour contrôler les réseaux sociaux, notamment X. Et des mesures doivent être prises aujourd'hui, et ça c'est... Moi, je continue à donner des idées au G20 qui ne vont pas être mises en pratique, mais que je continue à... dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la contrôle, gestion, gouvernance de l'intelligence artificielle, de manière qu'elle ne devienne pas un problème très grave pour l'humanité, comme elle peut devenir. Par exemple, avec le saut de l'intelligence artificielle pour les drones, les chars de combat qui tuent sans contrôle humain. Ça, c'est un problème qui peut être d'une gravité énorme dans le futur. Alors, si au G20, on commence à discuter ces questions, même s'ils ne sont pas prises des décisions, mais s'il y a un débat, si le Brésil, qui est le pays qui organise le G20, met dans l'agenda la question du contrôle de l'intelligence artificielle et des mesures à prendre maintenant, des mesures de prévention, chose qui est la chose plus difficile de mon expérience dans la politique internationale et conseiller beaucoup de fois pour l'Union européenne et pour le gouvernement portugais sur des mesures à prendre. Quand on propose de la prévention, personne n'écoute. On a agi quand il y a déjà le feu. Prévenir les incendies, les catastrophes qu'on peut prévenir, ce qu'on ne peut pas prévenir, les tremblements de terre, évidemment. On peut prendre des mesures aussi en relation aux tremblements de terre pour rendre les villes plus capables de vivre un tremblement de terre. Non? Nous on a cette expérience à Lisbonne. Mais prendre des mesures de prévention, c'est ce qui est plus difficile. Prévenir. Alors, si le G20 prend des décisions de prévention sur le futur de l'intelligence artificielle, encore au moment de son développement actuel, c'est encore possible. Avant qu'on ait des robots assassins, comme on a déjà dans les films de fiction scientifique, mais qu'on aura dans la réalité très rapidement sur la campagne que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancée pour essayer d'interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création des armes de combat automatiques qui tuent sans aucune responsabilité, entre guillemets, humaine. Voilà, si le Brésil met ça dans le G20, ça a un impact. Peut-être les pays vont dire on n'a pas les conditions pour prendre la décision maintenant. Mais il y aura un débat, cet débat aura un écho mondial et l'opinion publique mondiale sera plus consciente du danger que l'intelligence artificielle
porte dans les questions, je pense, belliques, militaires. Mais on peut penser aussi au terrible qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui pour la démocratie. On voit tous les jours maintenant dans la campagne américaine, non, comment on invente, utilisant l'intelligence artificielle, on utilise la voix des candidats pour dire des choses contre eux-mêmes que les candidats n'ont pas dit. Alors, est-ce que le G20 va prendre des décisions pour ça? Non. Mais est-ce que si le G20, si le Brésil met ces questions, aussi des questions démocratiques, pas seulement l'agenda économique, social, financier, mais aussi le Brésil dit la démocratie est en danger dans le monde. Nous, même Brésiliens, nous avons cette expérience. Oui. Parce qu'on a eu Bolsonaro au pouvoir, et rien ne dit pas que Bolsonaro ne peut retourner au pouvoir. Ou un Bolsonaro, quelqu'un du parti de Bolsonaro. Et on est avec un danger immédiat, que c'est la victoire possible de Trump en novembre. Alors la question de la démocratie en danger, c'est une question globale pour les démocraties. Et c'est la voie du Brésil, démocratie avec cette expérience, dans le G20, porte aussi la question démocratique. Les pays démocratiques du G20 vont dire, voilà, ça c'est un problème important. C'est un problème qu'on doit commencer à réfléchir, à prendre des mesures, parce que ça c'est contraire aux entrées des démocraties, l'utilisation que Elon Musk est en train de faire d'X. Et on peut penser que c'est seulement un homme, c'est l'homme le plus riche du monde, qui a un instrument terrible dans les mains et qui a décidé de l'utiliser pour détruire les démocraties. Ça, c'est clair. Son agenda n'est pas un agenda financier, économique. Il est suffisamment riche, il a voulu contrôler X pour mettre en danger les démocraties. Et pour les mettre en danger à un niveau mondial. Évidemment, commençant par les États-Unis. Oui, mais quand même, c'était curieux que lorsque Trump le met devant une foule pour faire un discours, il a complètement loupé son discours. Là. Oui, parce que Trump l'a mis de côté tout de suite. Parce que son truc, ce n'est pas la politique au sens traditionnel du terme, faire des discours, participer. Son truc, c'est la désinformation. C'est ce qu'on appelle fake news, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est pas fake news, c'est une façon d'encouvrir un truc beaucoup plus grave, que c'est le mensonge. Ça, c'est son truc. Et ça ne se fait pas dans un espace public à faire un discours. Il le fait en contrôlant un réseau social avec l'impact mondial qui a X. Alors, retournons au Brésil. Moi, quand je vois le G20, ce G20-ci, je vois à partir de ce que le Brésil peut apporter au G20. Beaucoup plus de ce que le G20 va apporter. C'est ce que le Brésil va mettre dans l'agenda. Et je pense que la question, je retourne, la question écologique, l'importance du rôle que l'Amazonie joue à maintenir un climat stable, un climat qui permet aux gens de vivre dans la terre, doit être dans l'agenda du G20. Le Brésil a un peu peur de parler de l'Amazonie dans un contexte global, parce qu'il dit que l'Amazonie, c'est du Brésil, est-ce que le monde a à voir quelque chose avec l'Amazonie? Moi, je suis en train d'essayer de dire qu'il faut changer l'approche en relation à l'Amazonie. Ce n'est pas dire l'Amazonie, c'est un patrimoine d'humanité, alors l'humanité doit contrôler l'Amazonie. Ce n'est pas ça. C'est l'humanité doit payer au Brésil, et pour les pays de l'Amazonie, pour le travail que la forêt tropicale fait pour nettoyer l'atmosphère de CO2. Et c'est ce travail, ce qui est fondamental, cette contribution extraordinaire qui est donnée au climat par la forêt, qu'aujourd'hui, personne ne paye. La seule manière que le Brésil a retiré des dividendes financiers de l'Amazonie, c'est détruire l'Amazonie. Hier, j'ai arrivé à l'hôtel et j'ouvre la télévision. Il y avait un débat dans le Sénat brésilien. Et un sénateur disait « Je suis furieux avec Macron, ce président qui a osé dire
qu'une autoroute dans l'Amazonie serait un désastre. L'Amazonie, c'est à nous. Nous devons développer l'Amazonie. On doit faire cette autoroute parce que c'est la manière de développer notre pays. Alors, cette idée, pour avoir retiré des bénéfices, la forêt, il faut la détruire. Non. Hein? Si le monde ne paye pas le service que la forêt fait pour le bien commun, évidemment que la seule manière de retirer des dividendes financiers de l'Amazonie, c'est la détruire. Alors, c'est le monde qui doit changer l'attitude. Mais c'est le Brésil qui doit dire au monde. Parce que c'est le monde à dire au Brésil, les Brésiliens vont dire, ils veulent contourner notre forêt. C'est le Brésil à dire au monde, voilà, nous, on donne cette contribution extraordinaire pour un climat stable, le Brésil et les autres pays de l'Amazonie, évidemment, et les autres forêts tropicales un peu partout dans le monde, il faut l'assumer. Alors, c'est ce type de discussion où le Brésil sera, vous avez dit, insulant, c'est pas insulant, mais vous avez dit celui qui va faire bouger les choses. Ce rôle d'indigné devant les problèmes du monde, c'est le rôle que le Brésil doit jouer dans le G20. Moi et vous, on ne sera pas au G20. On ne va pas être capable de faire les gens penser à ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous pouvez laisser votre message. Oui, voilà. Je crois qu'on ne peut pas terminer cette séance sans parler un peu de la guerre. Voilà. Alors là, vous parliez exactement de la destruction systématique de Gaza, maintenant le Liban, l'Ukraine depuis plus de 2 ans et demi, une agression qui continue, et une violation des règles fondamentales du droit international en vigueur. Que pensez-vous, pourrait-on envisager dans le cadre du G20? Parce que lorsque vous parlez d'insécuriser les dirigeants, dans les États démocratiques comme moi, on peut compter sur les élections. On peut ne pas réélire les mêmes dirigeants au moins. Mais vis-à-vis de la guerre, déjà Thucydide disait que les événements de la guerre sont imprévisibles. Et ça fait 2400 ans. Qu'en pensez-vous, professeur? Oui, si vous voulez que je peux commencer, madame. C'est mieux. La dernière question. Et combien de minutes pour répondre à la dernière question? Combien de minutes? 5 minutes, oui, d'accord. L'impossible, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je crois que la question de la guerre nous renvoie au début de la discussion, à savoir, aucune guerre ne s'est terminée sans discussion, sans négociation, sans rencontre des belligérants, normalement avec des intermédiaires, c'est-à-dire une autorité qui permette le dialogue, qui permette la discussion. Bon, voilà. Donc, où est cette autorité? Où est cette autorité? Donc, moi, je voudrais reprendre peut-être très rapidement l'exemple de Musk et de l'institution judiciaire brésilienne. Parce que l'institution judiciaire a tenu bon. Parce que dans la démocratie brésilienne, elle est solide. Mais dans combien de pays Musk aurait gagné? L'institution judiciaire a tenu sur son territoire, elle a tenu bon, elle a créé un rapport de force qui a permis au droit d'être vainqueur. Mais vous savez que la législation américaine a défini les champs de compétences judiciaires et juridiques et qu'il y a des tas d'États qui sont des États faibles. Les États voyous, par exemple, les fonds vautours, par exemple. Il y a toute une série de dispositifs qui existent et qui grignotent les pouvoirs des États. Donc, moi, je pense qu'il y a... Moi, je veux bien qu'on analyse. Le professeur Dallaire disait justement, on a pléthore d'analyses. On sait, on comprend les choses, etc. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Eh bien, l'au-delà, moi, je pense que c'est le rapport de force. L'au-delà, ce n'est pas seulement des conseils, parce qu'ils savent, ils connaissent la situation. Lorsque vous parlez de l'Amazonie en 2 demi-phrases, l'Amazonie, mais le sommet de Copenhague, il doit dater de presque 20 ans maintenant. Le sommet de Copenhague avait posé le principe de la rémunération des services rendus par les forêts.
Donc on sait tout, on a tout compris, on a tout analysé, on sait tout. Pourquoi on ne met pas en œuvre? Donc moi je pense que la question aujourd'hui, c'est la mise en œuvre. La question aujourd'hui, c'est le rapport de force. La question aujourd'hui, c'est l'efficacité du droit. La question aujourd'hui, c'est l'opérationnalité des institutions judiciaires internationales. C'est ça la question aujourd'hui. C'est ça la question. La Cour, je ne sais pas si c'est la Cour suprême au Brésil, qui a fait le bras de fer avec Musk, parce qu'elle était sûre de son bon droit. Elle était sûre de son bon droit. Donc, c'est vraiment la question du droit. Moi, je pense que c'est vraiment la question du droit. Et c'est la question de l'applicabilité du droit. Pour le reste, moi, j'ai regardé les discours du président Lula annonçant la tenue du G20 ici à Rio de Janeiro. Il a tout dit. Il a tout dit. Il ne manque pas une virgule. Tout ce que vous avez dit, voilà, le président Lula sait que ce sont les objectifs à se donner. Et qu'est-ce qu'il va faire qu'on ne va pas y aboutir? Qu'est-ce qu'il va faire qu'on ne va pas y aboutir? Parce qu'ils n'ont pas encore assez peur. Si vous voulez, voilà. Vos considérations finales. Oui, mes considérations finales, évidemment, il faut parler des guerres. Et dans les G20 participent des pays qui sont directement ou indirectement impliqués dans deux guerres terribles. C'est la guerre en Ukraine. Et la Russie, qui est le pays agresseur, Poutine ne viendra pas à Rio de Janeiro parce que la Cour pénale internationale demanderait au judiciaire brésilien, et le judiciaire brésilien, on l'a déjà vu, et un judiciaire puissant allait mettre en pratique cette demande de la Cour pénale internationale, il serait arrêté. Ça, c'est une avancée importante de la communauté internationale, le fait qu'il existe une Cour pénale internationale. Aussi, Netanyahou, aujourd'hui, est sur la menace de la Cour pénale internationale. Et lui aussi continue sa guerre. Rester au pouvoir. Pour rester au pouvoir. Mais indépendamment de la volonté de rester au pouvoir, il continue une guerre de détruisation absolue de la Palestine, comme on a vu. Sous les yeux du monde, hein. Sous les yeux du monde. Et aujourd'hui, la détruisation absolue du Liban. Est-ce que le Liban va devenir une nouvelle Gaza? Peut-être. Peut-être. Il n'a pas de limite dans l'action de Netanyahou. Les Américains ont commis beaucoup d'erreurs au début de cette guerre. Aujourd'hui, même si Biden voulait arrêter, comme il semble qu'il voulait arrêter, il n'a aucune capacité de le faire. Les déclarations de cessez-le-feu n'ont aucun impact, seulement une action très puissante des États de G20, qui sont ceux que les décisions économiques ont un impact réel sur l'État d'Israël. Aurait arrêté peut-être, qui sait, au moins ça aurait une déclaration du G20 sous ces guerres, je dis une déclaration. Elle n'aura pas de conséquences. Voilà, je dis les gens sont spécialistes en déclarations. Est-ce que les déclarations n'ont jamais d'impact? Je pense que les déclarations parfois ont des impacts. Si le G20 fait une déclaration que l'agression contre l'Ukraine doit s'arrêter, évidemment que la Russie s'opposera à cette déclaration, mais si fait une déclaration de ce sens et que les guerres menées par Israël doivent s'arrêter, qui sont des guerres d'agression, si le G20 fait cette déclaration, ça a un impact significatif. Parce que les guerres sont menées par des États qui cherchent quand même une certaine légitimité internationale. La question de la légitimité internationale n'est pas absolument absente des réflexions des chefs d'État qui mènent les guerres. Poutine, il a besoin d'une certaine légitimité. Il a besoin qu'un certain nombre d'États du monde disent quand même il fait la guerre, il a des raisons pour faire la guerre. Et même Netanyahou, très isolé aujourd'hui, a besoin d'une certaine légitimité, au moins aux yeux d'une partie de sa population. Alors, une déclaration du G20 aurait un impact, malgré qu'elle n'aurait pas aucune effectivité réelle, mais un impact dans la légitimation des actes de guerre. Voilà, je finirai par là. Je crois que nous devons nous arrêter. Remercier encore une fois professeur Pedro Dallari et toute son équipe de l'Institut de Relations internationales
dans le cadre du débat entre deux titulaires de la chaire José Bonifacio dans notre université de São Paulo. Merci beaucoup, vous, Madame Christiane Taubira, Casella. Monsieur Álvaro Vasconcelos. Merci. Et nous espérons pouvoir donner suite à nos discussions. Merci beaucoup. Merci.